Philo-Box, éléments de philosophie. Quel est l'objet de l'art ? Demande le philosophe français Henri Bergson au beau milieu de son livre intitulé Le Rire et publié en 1900. Quel est l'objet de l'art ? Autrement dit, quelle est sa fonction, sa finalité ? De quoi est-il essentiellement question à travers les œuvres d'art ? La réponse de Bergson consiste à affirmer que le travail de l'artiste, à sa façon, a quelque chose à voir avec la révélation d'une vérité. Cela peut étonner, dans la mesure où on pourrait être tenté de voir dans l'art le lieu de la fable, de l'imagination, de la fiction. Mais ce que cherche à montrer Bergson, c'est que les grandes œuvres d'art ont cette capacité de nous dévoiler le réel, ou une partie du réel qui habituellement nous est dissimulée. En effet, dès le début de son texte, Bergson soutient, de façon paradoxale et étonnante, que nous n'avons pas un accès direct au réel. Alors, que veut-il dire ? Est-ce que je n'ai pas un accès direct par ma perception visuelle à la table qui est devant moi ? Est-ce que je n'ai pas un accès direct au bruit de la rue que j'entends, etc. Mais ce qu'il veut dire, c'est que notre perception ordinaire du réel est extrêmement pauvre, au sens où elle est toujours limitée, partielle, lacunaire, sélective. Alors la question suivante est pourquoi en va-t-il ainsi ? Et pourquoi, en un sens, en va-t-il nécessairement ainsi ? Bergson montre que si notre perception ordinaire du réel est si partielle, sélective, c'est que nous sommes d'abord des êtres vivants, et que comme tous les êtres vivants, nous sommes amenés à agir dans le monde. Or, pour agir, et pour agir efficacement, pour réussir l'action que l'on projette de faire, eh bien, il faut que notre conscience se concentre sur un certain nombre d'éléments du réel qu'il s'avère absolument nécessaire de prendre en compte pour réussir notre action. Autrement dit, il est inévitable, et même souhaitable, que notre conscience accorde davantage d'attention à certains éléments du réel, à certains éléments qui entrent dans notre champ perceptif, afin de réussir telle ou telle action. A contrario, il est tout aussi inévitable que nous accordions un moindre degré d'attention, voire que nous négligions carrément, d'autres éléments du réel, de notre champ perceptif, qui ne présentent aucun intérêt par rapport à l'action que l'on envisage de faire. Par exemple, si mon objectif est simplement de traverser la rue en toute sécurité, il est absolument crucial que je sache concentrer mon attention sur les feux, sur le trafic automobile, et que je néglige complètement, que je fasse complètement abstraction du type de fleurs qui se trouvent dans les jardinières du balcon d'en face. On voit donc que c'est l'action et le désir de réussir nos actions qui impliquent que nous négligions une grande partie du réel, ce qui ne veut pas dire que nous ne percevons pas ces choses, elles font bien partie de notre champ perceptif, mais elles sont comme à l'arrière-plan, à l'arrière-scène, tandis que ce qui présente véritablement un intérêt pour nous se trouve au premier plan. On peut donc dire que notre perception ordinaire, la plus quotidienne, est fondamentalement utilitaire. Nous ne percevons véritablement du réel que ce qu'il nous est utile de percevoir en fonction de tel type d'action que nous sommes en train de faire ou que nous envisageons de faire. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune dimension moralisatrice chez Bergson. Cette perception ordinaire est partielle et sélective, il ne peut pas en aller autrement, c'est là le prix à payer pour que nous soyons efficaces dans l'action. Mais le revers de la médaille, c'est que nous n'avons affaire ordinairement qu'à un réel extrêmement simplifié,
appauvri, expurgé de tout ce qui ne présente pas d'intérêt pour nous à tel ou tel moment. L'idée de Bergson, c'est qu'au fond, dans notre vie quotidienne, il ne nous est pas nécessaire de nous intéresser aux choses mêmes, c'est-à-dire à telle chose dans sa singularité, dans ses propriétés spécifiques, ce qu'elle a de différent par rapport aux autres. Au contraire, ce serait presque une perte de temps de faire cela dans la vie quotidienne, et ce serait même contre-productif. Nous avons besoin de repérer les choses, de les placer dans des catégories, de retenir ce qu'elles ont de commun entre elles et non pas de nous intéresser à leurs différences propres. Si je reprends l'exemple de mon individu qui veut traverser la rue en toute sécurité, il ne lui est absolument pas nécessaire de s'intéresser à la voiture qu'il croit apercevoir au loin, de s'intéresser à cette voiture pour elle-même en contemplant ses différences individuelles, ses caractéristiques propres. Il suffit qu'il repère cet objet de sa perception, qu'il le repère comme une voiture, qu'il catégorise cet objet comme une voiture de manière très générale et abstraite, et tout effort supplémentaire, toute attention trop soutenue et contemplative finirait par l'amener à négliger d'autres aspects du réel qui sont bien plus importants pour lui s'il veut traverser la rue sans se faire renverser. Alors dans ces conditions, on comprend mieux quel va être le rôle des artistes selon Bergson. Bien sûr, les artistes sont comme nous tous des êtres vivants qui obéissent à certaines nécessités vitales et qui n'échappent pas totalement à ce rapport utilitaire que nous entretenons avec le réel. Mais, nous dit-il, ils ont la capacité, plus que d'autres, d'entretenir, de cultiver un autre type de relation avec les choses, une relation, disons, non instrumentale, par laquelle ils cessent de considérer les choses simplement comme des moyens à utiliser en vue de notre action. Autrement dit, ils ont cette capacité de s'intéresser aux choses elles-mêmes, pour elles-mêmes, dans ce qu'elles ont d'absolument singulier, d'absolument différent de telle ou telle autre chose qui pourtant leur ressemble, ou même dans ce qu'elles ont de différent d'elles-mêmes par rapport à un autre moment. Pensons par exemple à la façon dont Claude Monet a peint de multiples reprises la cathédrale de Rouen. La même façade de la cathédrale de Rouen, semble-t-il, à ceci près que cette façade n'est jamais exactement la même dans notre perception, selon le moment de la journée, le moment de l'année et la couleur qu'elle reçoit. Alors, quel est l'objet de l'art? Quelle est sa fonction? Pour Bergson, on le voit, les grandes œuvres d'art sont pour nous l'occasion d'enrichir notre perception du réel, de rendre au monde toute sa complexité, là où habituellement nous passons notre temps à le réduire, à nous contenter d'une vision extrêmement partielle des choses, soit parce que, par nécessité, nous devons négliger certains aspects du réel, soit parce que nous refusons, nous ne voulons pas voir certains aspects dérangeants. En ce sens, la thèse de Bergson trouve un prolongement, sans doute bien au-delà des artistes impressionnistes auxquels il pensait. Sans doute que dans l'art contemporain aujourd'hui, une grande partie des productions artistiques ont effectivement pour fonction d'éduquer notre regard, de nous alerter, de nous indigner, d'attirer notre attention sur des éléments du réel que nous ne voyons pas, ou que nous ne voulons pas voir. Enfin, la thèse de Bergson peut s'avérer extrêmement féconde pour répondre à la fameuse question « À quoi sert l'art ? À quoi servent les artistes ?» De manière paradoxale, si l'on met de côté les œuvres à visée strictement pédagogique, voire de propagande, la plupart des œuvres d'art sont dépourvues de toute utilité pratique, utilité immédiate et instrumentale. En revanche, l'utilité, entre guillemets, des œuvres d'art pourrait bien consister à nous rappeler
que dans ce monde où toute chose et toute activité tendent à être évaluées en fonction de leur utilité supposée, eh bien il est tout aussi essentiel pour nous de savoir entrer dans une relation esthétique et contemplative au monde, de façon à laisser être les choses et, le cas échéant, de les admirer, plutôt que de systématiquement nous les approprier ou de les exploiter.